Sur OM5, Lénaïque avec vous et je suis avec Taoufik Matlouti. C'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, peut-être pas. En tout cas, c'est le patron de Mecacola. C'est le nom, là, comme ça, qui est juste à côté de moi. C'est aussi j'avais envie de dire un homme politique, mais non, il m'a reprise. Il m'a dit non, je suis plutôt un activiste politique. On va parler de lui. Il est journaliste, entrepreneur, franco-tunisien. C'est aussi un homme de radio. Il a créé Radio Méditerranée FM. On va découvrir ce personnage tout de suite. Taoufik, bonjour. Bonjour Lénaïque. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et alors, Taoufik Matlouti, vous êtes franco-tunisien. Alors c'est drôle parce que les studios de OM5 sont situés à Tunis. Donc vous êtes un petit peu comme chez vous. C'est à croire que vous l'avez fait exprès. Eh bien non, figurez-vous. Donc vous êtes un peu comme chez vous à la maison. Ah tout à fait. Voilà. Et même la rue est petite et tout ça, c'est comme là-bas dit. C'est comme là-bas dit, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez des bureaux aussi à Saint-Denis ? Oui, tout à fait. J'habite à Saint-Denis, je suis un Dionysien, je suis votre voisin. Donc vous êtes un voisin. Voilà. Alors vous voyagez partout dans le monde. Votre métier de journaliste vous a fait voyager ou votre métier d'entrepreneur ? Pour être honnête, plus le métier d'entrepreneur que le métier de journaliste. J'ai beaucoup voyagé en tant que journaliste, mais en tant qu'entrepreneur, j'ai eu à visiter avec Mecacola plus de 64 pays. Et alors quand on a plusieurs casquettes comme vous, comment on fait pour faire la part des choses ? C'est très facile, il faut être jongleur. Oui. Ça doit être naturel chez moi, donc je n'ai aucune difficulté et je n'éprouve aucune difficulté à changer de casquette. Et quand vous dites vous êtes activiste politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas un homme politique. Un homme politique, ça construit une carrière, ça a des objectifs, ça a un but de prendre le pouvoir sous quelque forme que ce soit, ce qui n'est pas mon but. Moi, je suis quelqu'un qui a milité pour les droits des Tunisiens, les droits d'autres pays. J'ai lutté contre la dictature Ben Ali. Ma radio était la radio principale, qualifiée par l'ancien président tunisien d'après la révolution Marzouki de poumon de l'opposition. Donc j'ai été condamné à 8 ans de prison. Heureusement, je n'en ai pas. Ah, tout à fait. Par le régime de Ben Ali. Donc je m'activais politiquement, mais je ne suis pas un homme politique. Ça veut dire que je donnais la possibilité aux opposants de s'exprimer. Oui. À l'époque, c'était les opposants de tous bords, d'ailleurs, opposants marocains, algériens, camerounais. On a même soutenu et sauvé de la mort quelqu'un qui est devenu vice-président du Congo démocratique, Zaïdi Ngoma. Donc on ne s'arrêtait pas au Maghreb ou à la Méditerranée. Là où les droits de l'homme devaient être défendus, on le faisait. Oui. Et alors le fait d'avoir fait de la prison, est-ce que ça a calmé vos activités d'activiste, justement ? Fort heureusement pour moi, je n'ai pas fait de prison en Tunisie, Dieu merci. Par contre, ils ont réussi quand même à m'emprisonner 2 mois et 15 jours aux Émirats Arabes Unis, sous un prétexte fallacieux, c'était vérification d'identité. Oui. On m'a dit il y a plusieurs Taoufik Matlouti, donc on est obligé de vous garder, voilà. Lequel c'est le criminel. Ils savaient parfaitement qui vous étiez, qui j'étais et que j'étais recherché par le pouvoir tunisien. Et alors, elles sont pas drôles les prisons, même en Arabie Saoudite. Ben Kimoun a dit que c'était un hôtel 5 étoiles. J'aimerais bien qu'il y passe ne serait-ce qu'une semaine. Parce qu'une prison est une prison et c'est une humiliation avant tout, la privation de liberté. Et très sincèrement, c'est la première fois que j'en parle dans un média. Oui, j'ai eu à expérimenter l'enfermement uniquement pour avoir exprimé mes idées. Ça change un homme, la prison ? Ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce qu'en plus, moi, entre guillemets, si je peux dire, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs nationalités, plus de 35 nationalités dans la prison où j'étais. Et j'étais dans ce qu'ils appellent Daily Jail, la prison de jour. Donc pas les grands criminels. Et c'est quand on voit la misère, la détresse de l'autre, on se dit finalement c'est rien ce que nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise, vous continuez à aider les gens. C'est quelque chose qui est en vous, ça. C'est, je pense, un trait. On se refait pas. C'est soi. Moi, j'ai été élevé dans une famille nombreuse où on partageait tout. Et j'ai gardé cela. C'est tout simple. Je veux dire, je n'ai aucun mérite, sincèrement. Et puis, c'est dans notre culture un peu méditerranéenne. Je pense que c'est la culture de tous les gens de bord de mer. On partage tout. Et j'estime qu'on ne peut pas porter 5 chaussures en même temps, 10 costumes sur le dos. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, la vie est tellement éphémère. Oui, elle est courte. Hein. Oui. Alors, justement, puisque cette entreprise, on va la citer, c'est Mecacola, je le disais en début d'interview, vous consacrez une partie de vos bénéfices pour financer des projets humanitaires. Tout à fait. Nous avons 10% de nos bénéfices
qui sont pour les œuvres humanitaires dans chaque pays où nous œuvrons, où nous travaillons. Donc, et c'est principalement, pour ne pas dire exclusivement, pour l'enfance. Donc, une association qui a un projet d'école ou tout à fait, de logement, des choses comme absolument, ça. Absolument, et surtout pour l'enseignement, pour l'enfance. Oui. Donc on s'occupe énormément de ça. On a eu beaucoup d'œuvres, et également la santé aussi pour les enfants. Notre société a payé des opérations à cœur ouvert pour plusieurs enfants, des soins, on envoie des médicaments, mais on ne donne jamais d'argent parce que on a peur de l'usage dans la destination finale pour éviter toute polémique. C'est-à-dire qu'on vous présente par exemple un projet, vous l'étudiez et vous vous dites, bon, dans quelle mesure moi je peux l'aider? S'il faut financer quelque chose, je vais le financer et leur envoyer ça. Dans la plupart des cas, on s'associe avec la principale ONG du pays où nous sommes. Pour éviter, parce qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas savoir les réalités de chaque pays. Donc on fait confiance à l'organisation qui existe, qui est importante, et on leur dit, nous, notre argent doit aller pour l'enfance. Parce que ces associations ont plusieurs œuvres, et nous, on choisit toujours l'enfance. Bon. Et alors, 97 pays, ça en fait, ça, des gens à aider? Non, moi, j'ai visité 97 pays, mais la société, elle est dans 64 pays. 64 pays, mais n'est pas en Polynésie. Il faut. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire que s'il y a des gens qui veulent être distributeurs en Polynésie, nous sommes partants, ou ailleurs. En Outre-mer. Franchement, je serais ravi. J'aime beaucoup l'Outre-mer. J'y vais depuis plus de 20 ans, bien avant Mekakola. Et donc, j'ai une affection particulière pour l'Outre-mer. Et alors, Mekakola, pourquoi? Comment est née cette aventure Mekakola? Alors, évidemment, c'est pas la peine de dire qui vous visez en voyant Mekakola. Ça, c'est vous qui le dites. Hein, on le voit. Donc, je ne m'en cache pas. Non, il fallait oser. Oui, il fallait oser. Je vous rappelle. Parce que c'est un gros, comment on va dire... Mais il fallait une petite part d'inconscience et même une grosse part d'inconscience parce que je vais vous surprendre, je vous assure, au moment où j'ai créé ma société, à aucun moment je n'ai eu la majeure compagnie dans la tête ni que je m'opposais à elle. Pourquoi? Parce que l'objectif de Mekakola, c'était un message politique. Donc je pensais absolument pas au moment où je l'ai créé que j'allais réellement faire la société. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est CNN qui m'a obligé à avoir le produit. Pourquoi? Parce qu'ils me téléphonent, ils me disent, on entend parler de Mekakola, c'est l'Arlésienne, on vient filmer, on veut les bouteilles. Et moi, il n'y avait rien, c'était juste une idée. Donc, et là, j'ai été obligé. Un soir, êtes dit, allez, c'est ainsi, on y va, voilà, absolument. Mais au début, c'était une simple provocation médiatico-politique qui est devenue aujourd'hui une réalité, une entreprise. En notoriété, en tout cas, nous sommes la 3e marque mondiale. Alors, comment vous faites? Parce que la recette du Coca-Cola, justement, est gardée secrète. J'imagine que vous avez travaillé avec des scientifiques, peut-être pas des cuisiniers, mais encore... Presque, mais pas vraiment, non. Quand CNN m'a donné rendez-vous, j'étais affolé, je cherchais un fabricant de cola à tout prix ici en France et j'ai découvert à ma grande surprise que sur 38 usines à l'époque, il n'y avait que 2 indépendantes et tout le reste appartenait aux 2 majors. Oui. Donc je me suis dit, mon Dieu, Coca-Cola et Pepsi. Les 2 majors, oui. Et donc elle possédait 36 des 38 usines. Et j'ai trouvé un dernier des Mohicans en Bretagne, une grosse entreprise. Ah, c'est breton, hein. Voilà. Et ils ont vraiment marché avec moi, ils m'ont fait confiance. Et c'est dans leur laboratoire qu'on a élaboré le goût et la recette de Mekakola. Ça m'a pris une après-midi entière. Et après, j'ai dit, c'est ça. C'est celui-là que je veux. Voilà, et ça a démarré comme ça. Et alors, pour ceux qui sont fans, par exemple, de Coca-Cola, qu'est-ce qui leur ferait choisir le Mekakola? Nous sommes meilleurs. Sérieux. C'est vrai? Ah oui, il faut le goûter. Je le dis sans aucune prétention. Nous avons un meilleur goût. En termes de sucre, parce qu'on reproche nous sommes par exemple moins la sucrés. Nous sommes moins sucrés. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons commencé les premiers, mais on n'a pas les moyens de faire les campagnes, à utiliser le stevia, qui est l'édulcorant naturel, il y a plus de 8 ans, pas aujourd'hui. Bah, bravo. Donc, mais nous, on n'a pas... vous avez été copié cette fois-ci. Tout à fait. Donc, le message idéologique revendiqué derrière la marque, c'est quoi alors? C'est The Taste of Freedom. Oui. Au début, c'était même très provocateur, très agressif. Le premier slogan, c'était « Ne buvez pas idiots, buvez engagés ». Et après, on l'a changé, le goût de la liberté. Oui. Pourquoi? C'est la liberté de choisir, la liberté de décider.
Et donc moi, je décide de ne pas suivre le diktat des compagnies internationales et de choisir ce que je veux. D'ailleurs, nous avons ouvert la brèche à beaucoup d'autres marques comme Brescola, qui est venu après nous, comme Corsica Cola. Tous ont suivi Meca-Cola et devraient d'ailleurs nous reverser une partie. Il va falloir en parler, je vais les inviter, puis on va leur poser la question. Vous avez été à un moment donné interdit en France par rapport à ce produit ? C'est pas aussi brutal, c'était très subtil. Nous avons subi des pressions et même on a eu une liquidation que je ne m'explique pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que c'est quand même surprenant de liquider une société qui est propriétaire de ces bureaux, qui valait plus de 400 000 euros, qui avait de l'argent, plus de 160 000 euros chez les clients, et on la liquide en 4e vitesse pour 38 000 euros de charges sur un procès de prud'homme. Donc en fait, en vérité, dans les roues, en fait. Tout à fait. Il y a eu même des menaces à des distributeurs. On leur disait, si vous distribuez Meca-Cola, et j'ai les témoignages par écrit, nous vous diligentons un contrôle fiscal. Et il y a eu pression sur beaucoup de distributeurs et on a commencé à nous mettre les bâtons dans les roues. La concurrence aussi a été très très rude et en plus, à ce moment-là, le géant américain a commencé à embaucher plus de 100 Maghrébins avec des véhicules comme les Renault Express, quoi, et de faire du dépôt-vente chez les commerçants ethniques. Pour que nous, on peut pas faire du dépôt-vente. Nous, on achète, on revend. D'accord. Ah oui. Donc comment vous avez fait pour réagir alors, parce que ça devait être dur, ça. Honnêtement, je me suis fait avoir. Pourquoi ? Parce que comme je me développais à l'international à une vitesse incroyable, vous avez un peu laissé j'ai délaissé de côté sans le vouloir français. le marché français. Et en fait, j'ai pas réalisé parce que je suis parti vivre à Dubaï et j'ai fait le siège de la société à Dubaï. Je ne voyais pas ce qui se tramait ici. Et finalement, on n'a jamais été interdit, mais il y a eu des pressions et on nous a pratiquement fermés. Il faut être honnête. Dans les faits, on nous a fermés, mais il n'y a pas eu d'interdiction. Il n'y a jamais alors eu aujourd'hui, est-ce qu'on trouve du Meca-Cola en France ? On trouve aujourd'hui du Meca-Cola en France, à Argenteuil, à Saint-Denis. À Saint-Denis ? Voilà, et quelque chose qui est à dénoncer réellement. Les grandes surfaces refusent, sans raison, de nous distribuer. Oui, j'ai vu ça. C'est trop typé. Ah. Pourtant, ils ont des produits typés, justement, des produits exotiques. Oui, mais Meca-Cola, pour eux, c'est spécial. C'est à croire qu'il y a quelque chose dedans. En Bretagne, Brescola est distribué dans certaines grandes surfaces, me semble-t-il. Ah non, mais Brescola n'a pas de problème, mais Meca-Cola véhicule un message politique. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que le fait d'être tunisien, ça aide ? Non. C'est vraiment, je vais le dire, j'évitais de le dire depuis tout à l'heure, mais vous me poussez, vous êtes une très bonne journaliste. C'est l'engagement initial de la marque auprès de l'enfance palestinienne qui fut la cause de toute la guerre que nous avons subie. Je n'aurais pas réservé 10% de mes bénéfices pour l'enfance palestinienne, jamais rien de tout cela n'aurait eu lieu, mais aussi la notoriété n'aurait jamais eu lieu, puisque c'était la raison. Il y a eu une pub tout à fait. Fait, et donc je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Alors on termine juste un petit peu parce que... Juste si vous permettez, j'ajoute une chose. La dernière attaque sur Gaza nous a coûté plus de 2,5 millions de dollars. Ça veut dire qu'elle nous a coûté l'usine qui a été totalement détruite et réduite en poussière dans la dernière attaque. Vous allez la reconstruire ? C'était pas la première fois, donc on a reconstruit, on reconstruira. On reconstruira. Juste pour terminer, dans votre cursus scolaire, vous avez eu un bac de lettres modernes. Oui. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, on va donner des conseils là aux jeunes. Bac de français en plus. Oui, bac de français. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un homme d'affaires comme vous aujourd'hui, alors qu'on n'était pas destiné peut-être à ça au départ ? Parce que dès le départ, je savais que l'enseignement ne me prédestinait pas à faire quelque chose. C'est moi qui décide de mon avenir. L'enseignement pour moi n'était qu'un moyen pour apprendre et découvrir, mais ce que je veux faire de moi, c'est moi qui le décide. Et donc, il faut avoir de l'ambition. C'est ça que je souhaite dire aux jeunes. Moi, je suis venu en France, et c'est vraiment important à dire, avec, à l'époque, en 77, 17 dinars en poche, qui équivalaient à 170 francs. Et j'ai travaillé veilleur de nuit dans les hôtels pour faire payer mes études. J'ai travaillé même étalagiste dans les supermarchés pour ranger les produits. Mais les produits de vos concurrents aujourd'hui, peut-être. Tout à fait. Oui. Et à aucun moment, je ne pensais que j'allais être... Mais j'avais une ambition extraordinaire et j'avais une volonté formidable. J'étais pas venu ici juste pour découvrir la France que j'admirais, mais j'étais venu pour faire de ma vie quelque chose.
Et vous y êtes arrivé. J'espère. Vous militez même pour le droit des immigrés en France. Est-ce que ça avance là? Parce que vous avez une association qui s'appelle Insertion et Retour. Oui, c'était la toute première. D'ailleurs, c'était mon début dans l'activisme politique. C'était à l'époque avec feu Bernard Stasi, paix à son âme. J'avais traduit son livre « L'immigration est une chance pour la France » et ça m'a donné vraiment la niaque. Ça m'a donné la rage de continuer. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé vraiment à m'occuper de défendre le droit des minorités. Et l'intégration, justement, elle est importante dans cette... tout à fait. Comment elle se passe? Vous, il semble qu'elle se soit plutôt bien passée. Moi, je même pense s'il y a eu quelques difficultés. Ce que je pourrais dire, parce qu'avec l'âge maintenant que j'ai et la barbe blanche, je peux me permettre de donner quelques conseils. Je pense que la meilleure des intégrations passe par 2 facteurs essentiels. Le premier, pour les jeunes, c'est par l'enseignement et la réussite scolaire. Et pour les moins jeunes, par l'intégration économique et de l'initiative économique. Faire des sociétés, faire des projets, participer au tissu économique français, enrichir la France. Et c'est le moyen de s'enrichir, c'est d'enrichir le pays dans lequel on est. Et ainsi, on peut réellement s'intégrer, parce que quand on est un acteur économique puissant, plus personne ne vous regarde comme un immigré, on vous donne du monsieur de partout. Alors, Monsieur Taoufik Mathlouthi, J'avais pas besoin. Merci à vous. Merci d'être venu dans nos studios et de nous avoir parlé un petit peu de vous et de nous avoir présenté un petit peu tout ce qui fait votre vie aujourd'hui. Merci encore. Merci.